Bienvenue mesdames et messieurs dans cette époque où les trains filaient à vive allure et où les routes n'étaient pas encore recouvertes de goudron, où l'amour se trouvait derrière chaque coin de rue. Aujourd'hui, on se plonge donc dans une comédie brillante, un voyage effréné entre Miami et New York, signé par l'un des maîtres de la bonne humeur de la comédie sociale. Je veux bien sûr parler de Frank Capra. Un film où le destin, les quiproquos et une bonne dose d'humour viennent pimenter la vie de personnages aussi charmants que décalés. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de It Happened One Night, New York, Miami. Aujourd'hui, on remonte le temps puisqu'on va parler d'un film de 1934 réalisé par Frank Capra. On y croisera bien sûr Clark Gable, Claudette Colbert, mais pas que. Dans un tout petit rôle, celui du chauffeur de bus, il y aura Ward Band. Et dans un autre petit rôle, tout aussi petit, Alan Hall Sr., que l'on reconnaîtra dans le rôle de Petit Jean, aux côtés de Errol Flynn, dans le fameux Robin des Bois de Michael Curtis, déjà mentionné sur cette chaîne, que je vous invite à voir. Parce que c'est très important de revoir les anciennes vidéos. Et oui, l'histoire que l'on suit, c'est celle d'Ellie, qui fuit son père millionnaire important et qui décide de rallier New York par ses propres moyens. Elle rencontre Pete, un journaliste dans le bus, et lui comprend très vite qui elle est. Et il flaire le scoop. Pendant ce temps-là, son père, lui, ayant promis une récompense à qui lui ramènera sa fille, eh bien, tout le monde la cherche. Tout le monde cherche cette jeune femme. Et puis, peu à peu, le long du voyage, alors que l'argent commence à manquer, on va dire, à faire défaut, et qu'il continue à fuir en faisant de l'autostop, elle apprend à mieux connaître Pete et un monde dont elle n'a jamais fait partie. How do you expect to get to New York at the rate you're going? But that's none of your business. You're on a budget from now on. Now, just a minute. Get out. You've got a name, haven't you? Yeah, I got a name. Peter Warren. Peter Warren. I don't like it. Don't let it bother you. You're giving it back to me in the morning. Donc si j'ai le plaisir de vous avoir à mes côtés aujourd'hui, c'est parce que vous aimez ce genre de film, le film américain, les films de la grande époque en noir et blanc. Là, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, vous l'avez compris. New York, Miami, c'est la première d'un type bien particulier des comédies qui va se développer ensuite aux États-Unis pendant cette décennie des années 30, puisqu'il suscitait un nom bien précis à ce genre de comédie, c'est la screwball comedy. Comédie vive, pugnace, parfois loufoque, où les dialogues fusent comme des balles de baseball. D'ailleurs, ce nom est tiré de ce sport qui décrit ce screwball, une balle qui part dans tous les sens. Donc, on sait que dans des comédies comme ça va partir dans tous les sens. Rendons à César ce qui est à César, comme je dis toujours. Frank Capra, c'est lui qui lance cette mode. Et c'est toujours intéressant de découvrir les dessous de ces films classiques. Et c'est encore plus vrai pour ce film. Frank Capra découvre la nouvelle Night Bus et tente en vain d'intéresser les différents acteurs pour jouer les rôles principaux de ce film. On peut nommer pour le rôle féminin le cas de Myrna Loy, qui venait de subir un échec avec son film précédent qui se passait dans un bus, Margaret Sullivan, Miriam Hopkins, Loretta Young, Carole Lombard. Et quant à Constance Bennett, elle acceptait de faire le rôle, mais que si elle produisait le film, ce qui a été refusé par les studios. Il y a eu aussi Bette Davis qui voulait faire le film, mais cette fois-ci c'est la RKO qui n'a pas voulu prêter sa star à un autre studio. C'est donc Claudette Colbert qui va s'y coller et qui accepte finalement le rôle, peu emballé, il faut le dire, mais 50 000 $ et la promesse d'un tournage rapide, tout cela a eu raison de ses réticences et elle va accepter le rôle.
Et pour le rôle masculin, c'est pas mieux, puisque avant d'être incarné par Clark Gable, le personnage de Peter Warne a été envisagé pour Robert Montgomery. Quand ce dernier déclina le rôle, Louis B. Mayer, propriétaire de la MGM, appela Harry Cohen, propriétaire de la Columbia. Vous me suivez jusque-là? Et il a proposé Clark Gable. En fait, Mayer voulait le punir en l'exilant vers un studio un peu moins prestigieux, un studio bas de gamme, car Gable avait refusé plusieurs scénarios de suite et en plus il s'était accoquiné avec Carole Lombard, ce qui ne plaisait pas au studio. Gable étant sous contrat avec la MGM, il a été obligé d'accepter. Ça y est, Capra à ses acteurs, après tant d'aléas, enfin le tournage peut débuter, mais il n'est pas du tout enthousiasmé et il n'a qu'une seule envie, c'est d'en finir au plus vite avec ce tournage. Il décide alors de prendre tout cela un peu à la légère et le tournage, malgré tout, se déroule très vite et mieux qu'il ne le pensait. Excepté, bien sûr, pour les deux acteurs principaux qui se tapent réciproquement sur les nerfs, ce qui rend bien service au réalisateur pour le réalisme des relations entre les deux personnages du film et notamment dans cette truculente scène de scène de ménage justement improvisée. D'ailleurs, Claudette Colbert s'est plaint presque tous les jours pendant le tournage et le dernier jour du film, le dernier jour où ils étaient en plateau, elle a dit à un ami « Je viens de terminer le pire film que je n'ai jamais fait ». Frank Capra, lui, a eu l'idée des murs de Jéricho parce que Claudette Colbert refusait de se déshabiller devant la caméra. C'était un choix d'interprétation un petit peu déroutant, étant donné que sa scène dans un bain de lait nu, dans un rôle de l'impératrice de Popée, ou dans le film Le signe du croix, en 32, ou alors même une autre scène de nu dans Cléopâtre, la même année, en 34, donc peu compréhensible qu'elle n'ait pas voulu tourner cette scène. Bon, elle l'a fait malgré tout, mais elle a fait des réticences. Voilà, c'est du cabochage encore, enfin, elle cabotinait, en fait. Et quant à Clark Gable, qui lui n'est pas du tout content, en fait, d'avoir été prêté à un autre studio, moins prestigieux, eh bien, arrivé à la première rencontre avec Frank Capra, il était ivre, grossier et en colère. Il lui a même dit de mettre son scénario là où la bonne séance m'interdit de mentionner cette partie du corps, mais vous aurez compris laquelle. Et alors, le premier jour du tournage, il avait dit en arrivant, voilà, allez, sur un ton assez sombre, allez, finissons-en, l'air dédaigneux presque. Hein. Lors de la première aux États-Unis, le film fut reçu avec une extrême froideur par la critique et personne ne s'attendait au triomphe qui arriva comme une traînée de poudre, grâce d'ailleurs au bouche à oreille plus que flatteur de la part du public. Les spectateurs américains firent en très peu de temps de New York Miami l'un des plus gros succès de 1935. Alors le studio a vite retiré ce film des grandes salles pour le mettre dans des petites salles et justement ce film ayant un bouche à oreille incroyable, eh bien il est retourné à nouveau dans les grandes salles et a eu la carrière fantastique qu'on lui connaît. Une intrigue riche en rebondissements et pas si simple qu'elle en a l'air de prime abord, vont faire de ce film un véritable succès donc, et on peut y voir aussi Claudette Colbert en combinaison, en pyjama d'homme, et Clark Gable se met torse nu pour le plus grand malheur de l'industrie du textile américain, puisque la même année, les ventes de maillots de corps vont chuter aux États-Unis de façon vertigineuse, à tel point que certaines compagnies du textile voudront porter plainte contre les studios. Tout ça, en fait, pour garder le rythme de la scène. Il ne fallait pas que Gable ait un autre vêtement à enlever à ce moment-là. Ça ralentissait la scène de le voir enlever encore un nouveau vêtement. Ceci explique cela. C'est le premier film à remporter les 5 premières catégories des Oscars. Le Grand Chelem. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario. Que demander de plus? Cet exploit sera réédité par Vol au-dessus de Danny Koulkou, mais en 1976, vous imaginez, 40 ans plus tard. Et Le Silence des agneaux en 92. Malheureusement, il est largement admis que la MGM a fait en sorte que sa star sous contrat, Clark Gable, reçoive l'Oscar du meilleur acteur pour promouvoir sa carrière au sein du studio. Donc, seuls 3 acteurs ont été nominés cette année-là. Et il était largement admis que Charles Laughton aurait facilement gagné
pour sa performance très acclamée dans le rôle du père tyrannique de Miss Barrett, s'il avait reçu une nomination, bien sûr. Un petit point fantasy, quel est le point commun entre Clark Gable et notre ami Bugs Bunny? Je vous laisse réfléchir 30 secondes. 30 secondes, c'est un peu trop long. Donc, eh bien, l'acteur croque une carotte crue tout en faisant des remarques désobligeantes. En raison de la popularité de ce film, les animateurs et les dessinateurs ont décidé de faire la même chose avec Bugs Bunny et puis c'est devenu un gag visuel emblématique pour ce fameux lapin. Naturellement, ce film est devenu culte et il regorge de scènes marquantes que tout le monde va pouvoir identifier facilement. On y va bien sûr mentionner celle de l'autostop, très connue, ou alors les scènes qui sont tournées dans les motels, dans les chambres de motel, avec ce fameux rideau, cette couverture qui sépare les deux lits. Mais aussi cette scène, bien sûr, au petit déjeuner, comme un faux couple ou comme un vrai couple, et cette fameuse scène, donc, de scène de ménage improvisée. Et puis, ce que je retiendrai aussi, c'est cette scène dans les bois, où Clark Gable se transforme en gangster intimidant et menaçant. Et cette fameuse scène aussi, qui est du pur Capra, où l'héroïne veut aller prendre une douche, passe, bien sûr, devant toutes les femmes qui font la queue, se retrouve à ouvrir la porte. La femme qui est là, eh bien, elle s'offusque et elle est obligée d'aller prendre la queue comme tout le monde et d'aller se retrouver avec les gens ordinaires, dans leur vie ordinaire. Et ben voilà, ça c'est du Capra tout craché. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour de ce film que je peux mentionner, et notamment les affiches extraordinaires qui représentent le glamour pour moi, une certaine nostalgie peut-être. Bon, j'étais pas né à cette époque-là, mais c'est la nostalgie du beau en fait. Et quand on regarde ces affiches, eh ben on ne peut être que subjugué. Voilà qui brosse un portrait de ce film assez complet, je dirais. Et pour finir, je dirais que 1934. Vous vous rendez compte? 1934, ce film est incroyable car le revoir aujourd'hui nous offre un moment de cinéma incroyablement frais, gai, léger et empreint, comme toujours avec Capra, d'une satire sociale. Une fois embarqué dans cette aventure, on se plaît à détester cette petite peste d'aristocrate, on se plaît à aimer ce journaliste borderline, chapeau mou et provocateur. On se retrouve dans une époque où les forts de thé se croisaient sur les routes caillouteuses, où les cars faisaient des sorties de route sans que cela ne crée d'esclandre, où la bonne humeur était de mise, même si on était sans le sou. Et les locomotives crachaient leur épaisse fumée noire, et on était tout de même à s'extasier, on va dire, devant de telles machines, et où aussi une simple couverture tendue sur un fil était suffisante pour préserver intimité, honneur et respecter le nouveau code ICE. On peut estimer que Gable en est à une début de carrière, 1934, vous imaginez, mais il a déjà quelques films intéressants derrière lui. On peut citer La Belle de Saïgon, Fascination ou même Âme libre. On ne serait resté insensible au charme désuet de ce film, de cette comédie de l'âge d'or américain, où ce couple que tout oppose va se trouver. On est dans un engrenage que le cinéma a exploité maintes fois, et deux extrêmes qui se réunissent. On continue aujourd'hui à exploiter le même filon dans les comédies romantiques. Ce film a été récompensé par les 5 principaux Oscars, ce qui démontre bien toute la qualité, le savoir-faire de Frank Capra, son cinéma basé sur la différence souvent sociale, sur la bienveillance et sur les qualités des valeurs humaines. Cela fait mouche assez souvent, c'est sa touche, c'est sa marque de fabrique, identifiable et remarquable. S'il y a des personnes qui n'ont jamais vu ce film, il faut y remédier de toute urgence. Plongez-vous dans cette époque d'un passé lointain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au terme de cette vidéo. Fan de ces films, n'hésitez pas à liker, à partager et plus important, à vous abonner pour suivre la chaîne et ses contenus. Je compte sur vous. À très bientôt. Merci. Portez-vous bien. Ciao, ciao.
beep beep.